Maintenant qu'on se tourne vers vous, Mahmoud Al-Banna, vous avez 32 ans, je le disais, mais jusqu'à 23 ans, vous habitiez à Gaza. Vous habitiez dans la bande de Gaza. Vous avez encore beaucoup de familles là-bas. Et depuis un peu plus de 2 ans que dure cette guerre, vous avez perdu votre père, donc, qui était malade, qui n'a pas pu avoir les soins qu'il fallait pour se soigner. Vous avez perdu 2 cousins, vous avez perdu 3 oncles. Il y a la mort d'un de vos oncles qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement. Alors, je vais commencer par mon père quand même, parce que malheureusement, donc je l'ai vu pour la dernière fois, c'était en été, et 2023. Donc, on est allé avec ma femme et mon enfant. Et puis, je savais pas que c'était vraiment pour dire adieu pour Gaza, pour ma famille, pour tous mes proches là-bas, et pour tous mes souvenirs aussi, mon enfance notamment. Donc, mon père, il n'est pas mort comme ça, en fait. Il est mort affamé. Il est mort lors d'une maladie aggravée. Donc, il n'a pas obtenu des soins. Il était déplacé. Il était sans prise il était pas... En tout cas, il n'y avait pas d'hôpital, en fait, pour le recevoir. Donc, ça s'est aggravé très vite. J'ai fait tout mon possible pour pouvoir le sortir de là-bas, mais c'était en vain. Donc, bon, j'étais en ligne avec mon frère qui était à côté de lui, et puis les médecins étaient en train d'essayer de le réanimer. Mais voilà, j'étais là. Donc, j'ai assisté à son départ, en ligne, très loin, tout seul. Et puis voilà, donc j'ai obtenu quand même quelques mots du médecin, donc il m'a dit qu'il n'avait pas souffert. Mais finalement, donc pour faire court, une fois il était enterré, l'endroit était envahi par l'armée israélienne quelques mois après, donc on ne sait même pas où il est maintenant. Donc même les corps étaient déplacés. Donc je vous laisse imaginer quelle souffrance on peut vivre, nous, les Gazaouis, les Palestiniens. Mon oncle, il voulait juste aller chercher son téléphone suite à la coupure d'électricité, d'Internet et tout ça. Donc les gens utilisaient les panneaux solaires pour charger leur téléphone. Donc chez les voisins, il avait laissé son téléphone. Il voulait traverser la rue seulement. Un sniper israélien l'a tué. Donc un voisin, il a essayé de le sauver. Donc après plusieurs tentatives, il a réussi. Mais ce voisin aussi a été tué 2 jours après. Quelle question souhaitez-vous poser à Raphaël Glucksmann ? Alors c'est vraiment direct, monsieur Glucksmann. Après tout ce qu'ils ont vécu, les Palestiniens, d'atrocités, de crimes de guerre commis par l'armée israélienne, pourquoi vous ne prononcez pas le mot génocide ? Vous êtes connu, hein, vous avez défendu en fait les Ouïghours, et vous avez bien dit génocide, et vous étiez bien avec eux. Et en fait, est-ce qu'il y a une vie qui vaut plus qu'une autre ? Qu'est-ce que vous attendez en fait ? Est-ce qu'il y a vraiment il y a besoin d'encore des morts à Gaza ? Raphaël Glucksmann. Déjà, permettez-moi de vous dire que je suis bouleversé par votre histoire et par votre récit sur la mort de votre père, sur la mort de votre oncle. Et vous dire, moi j'ai, depuis le début, dit une chose très simple, même au lendemain des attaques terroristes du 7 octobre. J'ai alerté sur, attention, la réponse ne peut pas être de raser Gaza et d'anéantir la Palestine. Et ensuite, j'ai vraiment milité pour que l'Union européenne ait une réponse plus ferme face aux crimes absolus commis par Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, qui pour moi sont des ennemis, vraiment. Moi j'ai toujours été un partisan de l'État palestinien et un ennemi de la colonisation. Et je pense que la colonisation qui continue en ce moment où on se parle, en Cisjordanie, est un crime abject. Je pense que, comme vous le dites, qu'une vie vaut une vie, vraiment. Alors là, partout. Et je vous dis vraiment que l'emploi ou pas du terme génocide ne détermine pas les actions qu'on doit faire pour mettre fin au crime. Et que
moi je suis la justice internationale. Enfin, j'ai dit risque de génocide, parce que c'est le terme de la Cour internationale de justice. Excusez-moi, vous l'avez déjà dit, j'ai pas... Oui. Ah ben, j'ai toujours dit que si, et ça, mais moi je vais vous expliquer pourquoi moi personnellement je n'emploierais pas ce terme de génocide. Parce que j'ai toujours été extrêmement précautionneux dans l'emploi de ce terme, parce que sinon je ne sais pas comment on qualifie l'extermination des Tutsis du Rwanda ou des Juifs d'Europe, parce qu'il y avait une extermination du premier au dernier. Là, moi ce que je dis, c'est qu'il faut mettre fin au calvaire, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité commis par le gouvernement israélien. Qu'il faut que les Palestiniens aient un État. Qu'il faut qu'il y ait des sanctions contre... moi, j'étais celui qui a travaillé pour introduire la demande de sanctions sur les colons extrémistes, par exemple, au Parlement européen. Donc, je me considère comme un adversaire de ces gens. Enfin, vraiment. Du plus profond de mon cœur, ils représentent ce que je n'aime pas. Et même ce que je combats. Et je dis juste que pour moi, il n'y avait pas la qualification avérée du génocide. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à la gravité des crimes ou à la nécessité d'agir pour prévenir ces crimes, d'agir pour sanctionner ces crimes, de faire en sorte que les coupables de ces crimes soient jugés. Mahmoud Al-Banna. Ok, allons à l'action. Donc, pour la Russie et l'Ukraine. Alors, l'Europe a pris la décision de mettre en place 19 mesures de sanctions économiques contre la Russie par rapport à la guerre en Ukraine. Et Israël, pourquoi il n'y a rien contre Israël qui a été pris, en fait? Nous, ce que nous avons demandé au Parlement européen, puisque c'était de notre ressort, c'est la suspension de l'accord d'association avec le gouvernement israélien. Il faut dire, pardon, que l'Union européenne est le premier partenaire commercial. Et on a mis 1 an et demi à obtenir de la présidente de la Commission qu'elle accepte et qu'elle acte cette suspension. Alors, si vous voulez que je vous dise, honnêtement, c'est extrêmement lent et pas du tout au niveau des souffrances et pas du tout au niveau de l'histoire. Un dernier mot peut-être. Donc oui, alors en Israël, il y a bien des gens qui ont qualifié ça en génocide. Donc ils utilisaient bien ça, le mot génocide. Ce sont des Israéliens en fait. C'est eux qui ont fait le service militaire. C'est eux qui savent bien qu'est-ce que c'est. C'est eux qui étaient sur le terrain, qui tuaient des Palestiniens. C'est eux qui ont tué ma famille, mes amis et beaucoup de Palestiniens partout dans la terre palestinienne. Donc, je pense que plus facile, il y a les étapes. Bien entendu. Donc, il y a les étapes qui sont bien claires. Les hôpitaux sont plus là. Les écoles étaient bombardées. Les zones dites humanitaires étaient bombardées. Donc, qu'attendons-nous, en fait? Mais, dernier mot, monsieur, là-dessus. Vraiment, sur la qualification, le terme. Non, mais, vous êtes obligé d'agir, que vous utilisiez ce terme ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, sur ce qu'on doit faire, il n'y a pas une différence si on utilise ce terme ou pas. Moi, je suis pour une action. Je suis pour qu'on mette fin à la colonisation, par exemple, en Cisjordanie, parce qu'on a les yeux sur Gaza à juste titre. Mais au moment où on se parle, il y a la colonisation qui continue. Et que donc, quand nous, on dit il faut une solution à 2 États, et vous savez, moi j'ai soutenu et j'ai demandé même à ce que le président de la République reconnaisse l'État de Palestine. Eh bien, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, cette perspective-là se recule de jour en jour et de jour en jour parce qu'il y a la colonisation qui continue sans arrêt. Et que donc, il faut impérativement agir pour stopper non seulement les crimes à Gaza, mais il faut aussi agir pour stopper la colonisation en Cisjordanie. Bien. On pourrait en parler très longtemps, mais on a beaucoup de sujets à traiter. Merci pour ce témoignage et je pour veux vraiment vous dire ces questions. Le jour où on aura obtenu
que les droits des Palestiniens soient reconnus, qu'ils aient un État, qu'ils puissent vivre libres dans un État reconnu, avec des frontières, avec un État israélien. Je veux vraiment commenter là-dessus. C'est vraiment une phrase. Allez-y. Juste, en fait, les Palestiniens, ils ont vraiment suivi le plan international depuis Oslo, depuis les accords d'Oslo avec Arafat. Donc, vous savez très bien qui arrête tout ça. Donc, vous devriez quand même utiliser votre pression sur le bon côté. Alors, si on parle de génocide, c'est toujours le cas. Il y a 300 morts jusqu'à maintenant, alors qu'il y a eu un cessez-le-feu. Le feu, pardon. Donc c'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est sur le gouvernement israélien qu'il faut faire pression pour qu'on puisse avoir un État palestinien. Et ce que je vous dis, c'est que ce jour-là, ce sera le jour de la paix. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait la paix, il faut reconnaître les droits des Palestiniens. Et la sécurité d'Israël sera plus forte quand les Palestiniens auront un État. Merci, Mahmoud Al-Banna.